Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les lois de Coulomb qui s'appelle détermination d'un coefficient de frottement. C'est un exercice assez classique, on considère un dispositif de deux masses, M1 et M2, avec une poulie qui permet de relier les deux masses via un fil inextensible. Et on dit que, voilà, à t égale 0, le fil entre les deux masses est tendu, on lâche la masse M2 d'une hauteur h, et la masse M1 s'arrête après avoir parcouru une distance h plus d, et on va essayer de déterminer le coefficient de frottement dynamique de cette méthode. Donc on me demande dans un premier temps à quelles conditions le solide S1 se met-il à glisser. Donc ici on va partir d'une hypothèse de non-glissement sur S1. Comme d'habitude, il faut postuler une hypothèse. Donc ça veut dire que la réaction tangentielle que je vais appeler T1 ici sur S1 va devoir être plus petite que le coefficient de frottement fois N1 ici, pour que cette hypothèse soit validée. Donc on va représenter les différentes actions qui s'exercent sur ce solide. Donc on a T1 ici, on a le poids P qui va s'exercer sur ce solide, le poids que je vais appeler P1 puisqu'il y a deux poids, la réaction normale que je décale un petit peu, et la force de traction du fil que je vais appeler F1 ici. Et donc en absence de glissement, on a que VG est égal à 0, donc que la somme des forces est égale à 0 dans le référentiel lié au sol, ici. Et donc on se retrouve avec P1 plus N1 plus T1 plus F1 égale 0. Et par projection, on va donc avoir que 0 est égal sur l'axe horizontal à F1 moins T1, que 0 est égal à N1 moins P1, c'est-à-dire M1G. Donc de ça, j'en déduis facilement que N1 est égal à M1G. Et ici, j'en déduis que T1 est égal à F1. Donc voilà. Maintenant, j'applique la loi de Coulomb. Et donc, on n'a pas de glissement tant que T1 est inférieur à Fs fois N1, c'est-à-dire que F1 est inférieur à Fs M1G. Et donc maintenant, l'enjeu, c'est de déterminer F1. Et donc pour cela, on va s'intéresser à S2. S2 est immobile aussi. Et S2, lui, il est soumis à deux forces, son poids, que je vais appeler P2, et la force du fil, que je vais appeler F2. Donc ici, S2 est immobile, donc on a que P2 plus F2 est égal à 0. Et enfin, comme la poulie est parfaite, eh bien on a que norme de F2 est égale à norme de F1, que je vais noter F. Donc j'en déduis que F est égal à P2 en norme, c'est-à-dire M2G. Donc la condition que j'avais obtenue avant, la condition de Coulomb, se traduit maintenant par M2G inférieur à Fs M1G. Donc la condition de glissement. C'est M2 supérieur ou égal à Fs fois M1, tout simplement. Si on vérifie cette condition, alors le glissement va démarrer, sinon le glissement ne démarrera pas. Donc on nous dit que cette condition étant vérifiée, on veut déterminer le coefficient de frottement solide entre la table et la masse M1 en fonction de M1, M2, H et D. Et on va distinguer la phase où le fil est tendu et la phase où le fil n'est plus tendu. Et donc, phase 1, tout simplement, eh bien, on va dire que le fil est tendu tant que la masse M2 n'a pas touché le sol. Donc, sur une hauteur petit h, ici. Donc, je vais reprendre un petit peu le schéma de ce dispositif. Je vais reprendre uniquement le dispositif. Voilà. Ici. Et donc, je vais reprendre un petit peu les forces qui s'exercent sur mes systèmes, comme tout à l'heure. Ce qui va changer, c'est qu'évidemment, on est en phase de glissement maintenant.
Voilà, donc on a toujours ce qui est valide de la première partie, donc on a toujours F2 égale F1 en norme, que je vais noter F dans la suite, et on a toujours que N1 égale P1 égale M1G, car le solide ne se déplace ici que sur un axe horizontal X, que je vais prendre vers la droite, et on va poser un axe Z vers le bas pour la suite, dont on aura besoin. Donc d'après la loi de Coulomb du glissement, on va pouvoir en déduire T1 cette fois-ci. T1 c'est égal à FD fois N1, c'est donc égal à FD fois M1G. Et donc maintenant j'applique la deuxième loi de Newton dans le référentiel galiléen sur le solide 1, je vais l'appeler S1. Donc je me retrouve avec mx point qui est égal à la force de traction F moins T1, c'est-à-dire FD M1G. Et je vais appliquer la deuxième loi de Newton sur S2. Et donc je vais obtenir que mz point. Alors attention, les masses, il faut que je les indice. M2z point égale le poids qui va vers le bas, M2G, moins la force F qui ici va vers le haut. F2 est égal à F en norme. J'ai projeté selon EZ. Alors qu'ici c'était selon EX. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, c'est déjà pas mal. Et maintenant on va pouvoir remplacer F dans une des équations. Donc on se retrouve avec M1 x point égale F. F, on voit bien que c'est égal à M2G moins M2Z point moins FD M1G. Enfin, dernière petite chose à préciser, ici le fil est inextensible. Donc, eh bien, on n'a que x point est égal à z point. Et de même, x point est égal à z point. Pas de vitesse initiale. Donc, on en déduit, en remplaçant x point par z point, que m1 plus m2 z point est égal à m2g moins fd m1g. Ou encore que z point, l'accélération verticale, est égale à m2g moins fd m1g divisé ici par m1 plus m2. Alors, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que je cherche à déterminer la fin de la phase 1. Et la fin de la phase 1, elle arrive quand M2 touche le sol. Donc on cherche finalement T final tel que Z de T final soit égal à moins petit h. Si je prends l'origine des Z au niveau de la hauteur, soit égal à plus petit h, pardon. Si je prends l'origine des Z au niveau de la hauteur maximale. Voilà. Donc il faut que j'obtienne Z, donc GZ point, que je vais pouvoir intégrer dans la mesure où Z point est une constante. Donc on obtient étoile primitivée par rapport au temps. On obtient que Z point est égal à M2G moins FD M1G sur M1 plus M2 fois T, plus une constante qui serait une vitesse initiale selon Z qui est nulle ici. Et par nouvelle primitive, on obtient que Z de T est égal à 1/2 de M2G moins FD M1G sur M1 plus M2 fois T carré plus Z0 que je prends nul puisque j'ai pris l'origine au niveau de la position initiale de la masse. Voilà. Et donc on cherche T1, T final, tel que Z de T final soit égal à petit h. Donc je dois résoudre finalement h égale 1/2 de M2G moins FD M1G divisé par M1 plus M2 fois T final au carré, et j'en déduis, première chose de mon raisonnement, T final qui vaut la racine carrée de 2h facteur de M1 plus M2 divisé par M2G moins FD M1G. Alors ça, je vais en avoir besoin après. Pourquoi? Parce que la phase 2,
la phase 2, le fil n'est plus tendu. Et donc on se retrouve simplement avec une situation pour laquelle on a un solide, qui est le solide 1, qui a déjà parcouru petit h, ici, qui démarre avec une vitesse initiale V0, qu'on va déterminer après. On va essayer de comprendre ce que c'est. Donc là, c'est le solide M1. Il a été entraîné par la masse M2 depuis une distance petit h, et maintenant, on nous dit qu'il va s'arrêter sur une distance petit d. Voilà, ici, je vais appeler ça le point d'arrêt. Ça, c'est le point de départ, finalement, ce qui m'intéresse. Et là, on a une distance petit d. Et là, on a l'arrêt. Et à quelle force il est soumis pendant cette phase numéro 2? Toujours pareil, le poids, la réaction tangentielle et la réaction normale. Attention, le fil n'est plus tendu. Fil non tendu, donc ce que j'avais appelé F dans la première partie, est maintenant devenu nul. Donc on applique un théorème de l'énergie cinétique, je vais noter TEC ici pour gagner du temps, entre D et A. Et on se retrouve donc avec 1 demi de M V de A au carré moins 1 demi de M V0 au carré, qui est égal à la somme des travaux, donc le travail du poids, plus le travail de la réaction tangentielle, plus le travail de la réaction normale. Le travail du poids et le travail de la réaction normale sont nuls, car ils sont orthogonaux au déplacement. Et on a toujours, puisqu'il y a glissement, on est toujours en phase de glissement, on a toujours T égale FD fois M1G, par loi de Coulomb. Donc le travail de T, ça va être égal à moins T fois petit d, puisque T est une force constante, donc moins FD M1G petit d. V de A est évidemment nul, c'est une vitesse d'arrêt, il ne me manque que V0. Eh bien V0, c'est la vitesse en fin de phase 1. Donc V0, c'est Vx de T final. Et Vx de T final, c'est x point de T final, et x point, on a vu que c'était égal à z point, c'est donc égal à z point de T final. Z point, on l'avait calculé tout à l'heure. Z point, c'était égal ici à M de G. Je vais reprendre les expressions qu'on a obtenues, ici. Voilà, donc c'est égal à M de G moins FD M1G divisé par M1 plus M2 fois T final. Ça, c'est V0. Alors évidemment, nous, on a V0 carré, donc on va simplifier un petit peu la vie. Donc notre équation issue du théorème de l'énergie cinétique me donne que moins 1 demi de M V0 carré est égal à moins FD M1G. Autrement dit, les moins se simplifient. Ici, c'est M1, V0, évidemment. Je ne l'ai pas précisé avant, mais c'est la masse pour le solide considéré, c'était M1. Donc on se retrouve, les M1 se simplifient avec V0 carré, qui doit être égal à 2FD fois G. Et V0 carré, c'est tout simplement égal à M2G moins FD M1G divisé par M1 plus M2 au carré. Ça, c'est le terme devant T final, fois T final carré. Et T final carré, c'est 2H M1 plus M2 fois 2H facteur de M1 plus M2 divisé par M2G moins FD M1G égale 2FDG. Et là, on va pouvoir simplifier des choses. Vous voyez bien qu'avec le carré, ça va simplifier les choses. Ce M1 plus M2 va se simplifier avec le dénominateur, tout comme ce M2G moins FD M1G va se simplifier. Il me reste M2G moins FD M1G divisé par M1 plus M2 fois 2H égale 2 fois FD fois G. Je n'ai plus qu'à factoriser par FD. Donc j'ai que FD facteur de 2G plus, je peux simplifier les deux peut-être, ce sera plus simple, FD facteur de
G. Donc G plus H fois FD. FD, je l'ai déjà factorisé. H, M1G. Donc je peux factoriser aussi G. G fois FD, facteur de 1 plus, il me reste M1G sur M1 plus M2 égale H fois M2G divisé par M1 plus M2. Et donc en simplifiant un petit peu en mettant le même dénominateur, on se retrouve, les G se simplifient également, avec FD qui est égal à M2 petit h divisé par M1 plus M2. Alors j'ai perdu le petit d, j'ai oublié le petit d, le travail c'est fois petit d. Alors attendez que je me corrige, ça c'est une bêtise de ma part, il manque un petit d ici. Pas confondre avec l'indice D du coefficient de frottement. Voilà, il y a un 2 ici. Et donc quand je factorise GFD, j'ai un D qui intervient ici. Pardon, donc ça fait M1 plus M2 fois D plus M1G. Et ensuite les M1 plus M2 se simplifient. Donc voilà ce qu'on obtient pour le coefficient de frottement dynamique ici, issu de cette expérience. Calcul assez long, mais assez intéressant. Alors, dans la toute dernière question, on nous demandait de refaire cela par des considérations énergétiques. Donc, on va seulement refaire la phase 1. Donc, la phase 1 en énergétique. Bah, ici, c'est assez facile dans la mesure... Je ne sais pas si je peux reprendre, non, j'avais changé. C'est un petit peu plus rapide. Ici, dans la mesure où les forces, qui sont les forces qui vont nous embêter, F1 et F2, donc on va prendre comme système le solide 1 plus le solide 2, et donc on a que delta EC du système est égal à la somme des travaux des forces extérieures qui s'exercent sur le système, et donc on va avoir le travail du poids de 1 plus le travail de la réaction normale de 1, plus le travail de la réaction tangentielle de 1, plus le travail de la réaction de la force motrice F1, plus le travail de P2, plus le travail de F2. Si on reprend toutes les forces dont on avait parlé dans la première partie, P1, N1, T1 et F1, ici, et la P2. Et on sait que cette phase, elle dure sur une distance petit h, puisque le fil est inextensible. Donc, on sait également que les solides ont la même vitesse à la fin, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, on va se retrouver avec déjà les travaux qui sont nuls. Ce sont les forces orthogonales, N1 et P1. F1 et F2 sont les mêmes en normes. Il y en a un qui est moteur, l'autre qui est résistant. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est que W de F1 plus W de F2 est égal à 0. Puisqu'il y en a un moteur, un résistant. C'est F fois H moins F2 fois H, grosso modo. Ce sont des forces qui se compensent à tout instant. Donc ça, c'est plutôt bien. Il nous reste le travail de P2 qui est moteur ici, qui vaut tout simplement M2GH, et le travail de T1 qui vaut moins FD M1G, comme on l'a vu tout à l'heure, fois une distance ici qui est aussi petit h. Et donc, on se retrouve avec 1/2 de la masse totale M1 plus M2 fois la vitesse finale au carré, que j'avais appelé tout à l'heure V0, au carré, vitesse finale au carré, fin de phase 1, moins la vitesse initiale V0 au carré, qui est nulle pour les deux solides, égale M2G H moins FD M1G H. Et donc, ici, on va obtenir assez facilement que VF carré est égal à 2, facteur de M2, on va factoriser par G, 2GH, facteur de M2 moins M1 FD, divisé par M1 plus M2, qui est bien ce qu'on avait obtenu tout à l'heure. Comme V0, on avait ici le 2GH qui venait fois M2 moins FD M1 sur M1 plus M2. Et après, la deuxième phase, on raisonne de la même manière que la première phase. Donc vous voyez ici la puissance du raisonnement énergétique, beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide qu'un raisonnement
en termes de force. Donc il faut savoir jongler entre les deux raisonnements et choisir le bon. Ici, cet exercice peut vous aider à faire ce choix. Donc voilà pour cette correction assez longue, j'espère que ça vous a plu. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.